y est. si vous voulez. 20 heures. Donc, écoutez, tous ceux qui sont connectés, merci à vous. Donc, avant qu'on se présente tous les deux, vous avez donc là, vous avez bien compris que vous aviez la possibilité de nous parler via le chat. Donc, on prendra des questions et des réponses, soit directement, soit si la réponse est déjà dans le PowerPoint, on répondra un peu plus tard. Donc, on va se présenter. Donc, je vais commencer par moi, c'est pas très bien, mais enfin, c'est moi qui organise ce webinaire. Donc, moi, docteur Marie-Christine, alors je vous montre ma figure vite fait. Voilà, c'est moi. Et puis, je remets le masque précautionneusement. Donc, je m'occupe de la gestion de risque à la prévention médicale. Donc, ce n'est pas le premier webinaire que nous faisons, bien sûr, sur des sujets qui sont toujours en lien avec l'actualité ou le risque ou la santé publique. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Jean-Bernard Garret, qui va se présenter lui-même. Voilà, oui. Oui, donc je m'appelle Jean-Bernard Garry, je suis psychiatre, et puis je voudrais remercier Madame Moll et puis toute l'équipe aussi de la MACSF de me donner l'occasion d'échanger ce soir avec vous autour d'une pathologie qui est quand même en psychiatrie euh, fréquente. Oui. Donc voilà, alors on va démarrer. Donc on a effectivement choisi ce sujet parce que manifestement il intéresse beaucoup de monde puisqu'on a probablement un des scores, les meilleures descriptions ce soir. C'est une pathologie qui est quand même liée à, mais finalement assez fréquente. Donc on dit, est-ce que c'est diagnostic à la mode ou une réalité? C'est probablement une réalité puisque quand même quand on regarde les chiffres, la pathologie est assez fréquente puisque vous me disiez que c'était à peu près 1% de la population pour les formes les plus sévères et 5% pour les formes les plus atténuées. Oui, oui, non, tout à fait, oui. C'est à partir, enfin, vous savez, il y a eu une bascule dans les années 1980 à peu près. Jusqu'en 1980, on continuait à parler volontiers de psychose maniaco-dépressive. Et on a changé la définition, on a élargi le spectre, en fait, de la définition de ce type de trouble. Alors que jusqu'à présent, on peut considérer que le pourcentage de 1% concernait des formes les plus visibles, les plus bruyantes, les plus facilement repérables, peut-être les plus graves aussi d'une certaine manière. Et à partir du moment où on a élargi le spectre, effectivement, qu'on s'est intéressé à des formes atténuées, moins intenses, la pathologie est devenue effectivement plus facilement diagnostiquée sans pour autant qu'elle soit sur-diagnostiquée, Oui. je crois pas. Ouais. En fait, c'est comme une pathologie qui va avoir un impact parfois grave, puisqu'il y a beaucoup de suicides dans cette pathologie, et puis ça va avoir un impact aussi sur la famille, sur l'entourage, la société. Donc c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Et en plus, compte tenu de ces aspects, elle n'est pas toujours diagnostiquée tout de suite. Ah oui, tout à fait, oui. Alors j'espère que, enfin, je ne sais pas si les chiffres se sont améliorés ou le retard en tout cas qui est au diagnostic s'est raccourci et s'est amélioré. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il faut 3 à 4 médecins au moins avant d'arriver à Un un diagnostic. diagnostic à peu près stable et que les trois quarts reçoivent au début un diagnostic qui n'est pas vraiment fondé, quoi. Mais c'est vrai que c'est un diagnostic qui est difficile aussi à porter, on le verra tout à l'heure. Alors, en fait, c'est une pathologie en plus qui est chronique, donc et Oui. cyclique. Donc c'est Elle vrai est que ça. chronique, c'est-à-dire, on peut dire à l'échelle de la vie, oui. Et donc, et ça, c'est important de le dire d'emblée parce que les maîtres mots, les signifiants clés, c'est vraiment la durabilité de la pathologie qui va conditionner donc des traitements également Ouais. tout aussi durables. Et donc, en pratique, les problèmes de compliance, les problèmes d'observance, les problèmes d'adhésion pour le patient, bien sûr, à la fois au diagnostic, déjà, et ça c'est compliqué déjà dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps à des traitements prolongés. C'est d'autant plus difficile que les patients sont plus jeunes, par exemple. Oui, c'est ça. Mm. Donc ça veut dire que tout au long de la vie, finalement, il va falloir que le patient admette qu'il a ce diagnostic posé et qu'il va falloir qu'il se prenne en charge en fait tout au long de sa vie. Tout à fait. Oui. Alors, vous avez souligné les risques, effectivement. Il y a des risques, il y a une surmortalité, disons, chez les patients bipolaires, qui tient en partie à une sursuicidalité, puisqu'on considère qu'environ 15% décèdent par suicide, ce qui est quand même C'est tout beaucoup, à fait oui. considérable. Ben oui. On considère que entre un quart et la moitié feront au moins une tentative de suicide dans leur existence. Et puis par ailleurs, il y a tous les risques psychosociaux, disons, de divorce, de séparation, de difficultés financières, de désinsertion à tous les plans, de désocialisation même à la Bien limite, sûr. qui peuvent être tout à fait catastrophiques. Et dans les suicides, il y a souvent des formes assez auto-agressives. Pardon. Dans les suicides, c'est souvent auto-agressif, c'est assez violent souvent, ce type de Pas, suicide. pas,
Pas Pas forcément. toujours, mais assez souvent, oui, oui, effectivement. Alors, on va peut-être un peu, parce que Mm. tout le public qui est là, tout le monde n'est peut-être pas au fait complètement de ce que c'est que ce trouble bipolaire. On va dire un petit peu plus sur sa description et sa symptomatologie, tout ça. Donc, on est dans le cadre des troubles de l'humeur et des troubles de l'humeur, disons, chroniques et cycliques. Donc, ça va se caractériser par une alternance de variations thymiques pathologiques. Alors, on connaît bien les variations thymiques pathologiques dépressives. Ça, effectivement, ça parle un petit peu Mhm. à tout le monde. Euh, on connaît un petit peu aussi les variations thymiques pathologiques de type expansif, c'est-à-dire soit sur un mode maniaque quand on a affaire vraiment à une certaine intensité dans la présentation, soit hypomaniaque quand l'intensité est moindre. Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est qu'il existe une troisième catégorie de variations pathologiques de l'humeur dont on parle un petit peu moins, qui sont moins repérés peut-être, mais qui posent de vrais problèmes diagnostiques et surtout thérapeutiques, qui sont des épisodes intermédiaires qu'on appelle des épisodes mixtes, où on va retrouver à la fois des signes de la série dépressive, mais aussi une sémiologie expansive. Le début donc est souvent précoce, c'est une pathologie du jeune adulte, Mhm. aux alentours de 20 ans, un sexe ratio qui est voisin de 1. Donc, c'est autant Ça, d'hommes que de femmes, tout à quasiment. fait, Mhm. oui. Ça touche, on dit, toutes les classes Bien socioculturelles. Il n'y sûr. a pas de variation dans ce sens-là, avec peut-être une surreprésentation du côté, et ça c'est intéressant aussi, du côté des personnalités créatrices, Ouais, ouais, les ou bien encore artistes. aventurières, Mhm. ou un peu excentriques, ou un peu originales, ou un peu atypiques, si vous voulez. Donc voilà. Mais autrement, effectivement, ça se retrouve en population générale à égalité. Il y a des facteurs qui sont génétiques dans cette pathologie. Oui, alors on considère qu'il y a une héritabilité, si vous voulez, qui doit tenir pour 80% environ, et 20% qui tient à des facteurs, disons, situationnels ou environnementaux, parmi lesquels on fait valoir beaucoup aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre de traumatisme ou de carence, un type de traumatisme de viol, par exemple d'agression sexuelle ou encore de D'accord. maltraitance, disons, dans l'enfance. Et puis enfin, il y a des facteurs biologiques qui incriminent le système limbique, c'est-à-dire l'endroit dans le cerveau, la partie centrale et antérieure du cerveau, disons, où se gèrent les émotions, on va dire. Mhm. Oui. Donc il y a à la fois une vulnérabilité génétique qui est reconnue, des facteurs biologiques et aussi des facteurs psychosociaux de type environnementaux, ce qui fait que l'étiologie, l'éthiopathogénie est vraiment Elle est complexe. multifactorielle. Oui, elle est Mais complexe. Oui. cependant, quand vous avez des antécédents familiaux, Oui. on faut rechercher son génétique malgré tout. Ça, c'est fondamental, en tout cas, à l'interrogatoire, à l'anamnèse, etc., quand on rencontre les patients, de documenter l'existence ou pas. Alors, il faut bien documenter les choses. Soit il peut s'agir de troubles bipolaires reconnus, traités, avérés, soignés, diagnostiqués, etc. Soit il peut s'agir de troubles dépressifs, mais un peu, sur lesquels il n'y a pas vraiment d'étiquette. Soit il peut s'agir de troubles addictifs aussi, qu'il faut rechercher dans la population des ascendants et des collatéraux. Oui, soit encore des histoires suicidologiques Mm. aussi, oui. Ça veut dire que Qui doivent être documentées, oui. Oui. dans un couple dont les partenaires est bipolaire, dans les enfants, il y a aussi peut-être aussi du dépistage à faire. Ben, si vous avez une configuration familiale avec, par exemple, un adolescent qui se déprime sévèrement, premier épisode de Mm. ce genre, et si vous avez en même temps, disons, des antécédents familiaux proches de type bipolaire Mhm. avéré, je crois qu'il faut être prudent, effectivement, sur les prescriptions d'antidépresseurs ou de Ouais, stimulants. d'accord. Alors, je ne sais pas si vous voulez détailler un petit peu les deux phases Bah, dépressives et extensives. si vous voulez, elles s'opposent un petit peu en miroir, mais encore une fois, il faut rajouter la catégorie mixte qui se Mixte, oui. situerait au milieu sur un mode intermédiaire avec une sébiologie d'appartenance à la fois dépressive et aussi expansive. Du côté dépressif, si vous voulez, on va dire tout est ralenti. On a affaire à quelqu'un qui est triste, qui a perdu plus ou moins le goût, l'envie, le plaisir, l'allant et éventuellement le goût de la vie, qui a des problèmes de sommeil, qui a des problèmes d'appétit, éventuellement de poids, qui a également des mouvements anxieux et chez lequel souvent toutes les procédures, si vous voulez, intellectuelles, cognitives, affectives et motrices sont ralenties sur le mode d'une inhibition. À l'inverse, du côté expansif, on a affaire non pas à une inhibition, mais au contraire en gros, c'est une désinhibition, disons, à tous les plans, c'est-à-dire au plan du langage, mais aussi au plan des conduites, au plan de l'activité, au plan des émotions, avec des émotions qui sont plutôt... Alors on dit souvent c'est de l'euphorie, etc., une euphorie pathologique, c'est vrai,
avec une surestime de soi, avec un sentiment de bien-être. C'est souvent aussi, peut-être tout aussi souvent, des mouvements d'irritabilité, de susceptibilité accrue, de colère, d'explosivité, disons, émotionnelle, et de l'humeur est parfois difficile à gérer par l'entourage, avec une hyper-réactivité émotionnelle qui peut faire question. Dans l'un comme dans l'autre cas, on peut avoir, c'est pas obligé, dans un certain nombre de cas, c'est aussi un critère de gravité dans l'intensité, des caractéristiques psychotiques associées, délirantes et ou hallucinatoires. Alors du côté de la dépression, ce sera plutôt une thématique à type de rétraction, d'auto-accusation, etc., ou d'hypocondrie. Du côté maniaque, ce sera au contraire une mégalomanie, une omnipotence, sentiment d'être doué, de pouvoir tout faire, etc., se prendre pour le cri, etc. Et au milieu, vous avez la catégorie donc des troubles mixtes qui peuvent emprunter aux deux. Et j'insiste encore sur les troubles mixtes parce qu'ils sont difficiles à traiter. Ils sont souvent très instables parce que vous avez l'excitation en quelque sorte de la manie, l'excitation psychomotrice de la manie, mais sans l'euphorie. Et vous avez aussi la tristesse, les idées suicidaires, et donc on considère que les états mixtes sont plus volontiers suicidogènes qu'ailleurs, et ils sont difficiles à équilibrer. C'est souvent des situations de gravité, en fait. Oui. Donc là, on avait peut-être un zoom sur la partie maniaque, mais je crois qu'on a déjà un petit peu Oui, évoqué. je crois qu'on vient de l'évoquer. Oui, dans la manie, il y a aussi bien sûr tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelait autrefois la fuite des idées, c'est-à-dire la distractibilité extrême, où la personne est incapable de fixer son attention, part dans tous les sens, etc., et est vraiment très très dispersée. Et aussi l'hypersyntonie, c'est-à-dire la familiarité, la capacité à rentrer en contact très très vite. C'est souvent des états euphorisants, c'est vrai, surtout, enfin, et qui ne sont pas toujours reconnus comme pathologiques. Je parle des états hypomaniaques, hein, d'une intensité un peu moindre, par les patients eux-mêmes, voire même par l'entourage. Un patient déprimé, bipolaire, si vous voulez, qui sort de sa dépression sur un mode hypomane, qui devient comme ça, un peu désinhibé, tout le monde est content. Bah oui, parce que les gens pensent qu'il s'est évidemment, oui, l'entourage dit, ben oui, tu vas mieux, etc., tu es sorti d'affaires, ça fait plaisir de te voir comme ça, et en fait, faut faire s'inquiéter, en fait. Faut faire très attention. Et en plus, ce sont des états internes et émotionnels internes, si vous voulez, qui sont assez voisins d'une forme de, on disait autrefois, de toxicomanie endogène, avec beaucoup, beaucoup de plaisir à la clé, ce qui fait qu'on va demander au plan thérapeutique aux patients de renoncer à tout prix à ces émotions-là. Et ça va pas être simple. Il va falloir qu'ils fassent le deuil de ça, d'une certaine manière. C'est pas toujours facile à accepter pour les patients. Surtout si vous avez des personnalités qui sont plus créatives, qui sont quelque part artistes et qui vont devoir peut-être évidemment, ils se sentent en sur-régime, ils se sentent en surpuissance, donc c'est difficile, et ils sont capables de tout, enfin avec une pensée qui va beaucoup, beaucoup plus vite, et parfois une rentabilité aussi, au moins au début, parce qu'après ça se désorganise quand même assez rapidement. Il y a une différence aussi sémiologique, c'est que la dépression s'installe plutôt lentement, enfin c'est étalé souvent sur plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Les états maniaques peuvent flamber très vite, sur quelques jours, quoi. Et au plan thérapeutique, en gros, l'idée aussi à retenir, c'est que c'est beaucoup plus facile de traiter paradoxalement un épisode maniaque, même une manie délirante, une manie psychotique, qu'une dépression chez un bipolaire. On est beaucoup plus armé de ce côté-là. Plus armé au niveau thérapeutique. Alors il y a plusieurs on va dire, stades, plusieurs niveaux de gravité dans ces maladies bipolaires. Alors, on a oui, il y a aussi, oui, les classifications varient au fil du temps en fonction des auteurs, etc. Aujourd'hui, il y a un consensus sur deux formes cliniques, si vous voulez, qui sont reconnues, admises, etc. Les troubles bipolaires de type 1, c'est-à-dire ceux qui font ce qu'on appelait autrefois psychose mycodépressive, voilà, qui font alterner donc chez un même patient avec une rythmicité qui est variable d'un patient à l'autre, et souvent indéterminée malheureusement, des phases maniaques et des phases dépressives sévères de type mélancolique, comme on disait, et ça c'était l'élargissement du spectre aussi, les formes bipolaires de type 2, auxquelles on s'intéresse de plus en plus. En fait, on a quelqu'un qui fait des épisodes dépressifs caractérisés, 1, 2, 3, etc., et donc, on l'interroge sur l'existence ou pas, dans les intervalles,
de phases hypomaniaques, quoi, qui revêtent pas qui peuvent parfois tout à fait passer inaperçus. Autrement, on décrit aussi des virages maniaques de l'humeur sous traitement, sous antidépresseurs. Ça fait aussi partie des troubles bipolaires. On décrit également des tempéraments cyclotimiques avec des variations thymiques un peu atténuées dans les deux sens, up et down. Et on décrit aussi des gens qui font des dépressions et un contexte clair familial de bipolarité. Voilà. Il existe aussi des manies unipolaires, c'est beaucoup plus rare. On a fait des petits dessins de rythme, ça c'est l'humeur normale. Oui, oui, c'est ça, oui. Il n'est pas forcément stable d'ailleurs. Et pour dire que les oscillations de l'humeur font partie de la normalité, heureusement, oui. Oui. Et une monotonie de l'humeur serait très pathologique, oui. La bipolaire de type 1 avec un grand épisode dépressif, un grand épisode maniaque, voilà. Un rythme variable, oui. Les hypomanies, donc on a un grand épisode dépressif caractérisé et une forme atténuée d'expansion maniaque, hypomaniaque, là, ici. Là, j'arrive pas à lire, c'est cyclothymie, oui. Après, on a celle-ci. Oui, après, c'est pour dire qu'effectivement, sous traitement, en particulier les traitements thymodéleptiques, c'est-à-dire les traitements antidépresseurs et stimulants, peuvent induire des virages maniaques de l'humeur. Tous les traitements antidépresseurs, tous sont susceptibles de faire ça, y compris les traitements non médicamenteux comme l'électroconvulsivothérapie. Alors, on a ce rythme-là et celui-ci. Et enfin, donc là, vous avez un état mixte. Voilà, donc je crois qu'il y avait un exemple clinique. Parce que les états mixtes ont été très bien décrits par l'auteur, le psychiatre allemand des années 1900 qui s'appelle Emil Kraepelin, qui s'est attaché à une description très fine de ces états mixtes. C'est à lui qu'on doit l'appellation de psychose maniaco-dépressive. Alors, ces différentes phases thymiques peuvent s'enchaîner, bien sûr, de différentes façons. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un excès maniaque peut tout à fait plonger sur un mode dépressif profond. C'est non exceptionnel. Parfois, il y a des épisodes qui peuvent rester très isolés, 1, 2 dans l'année, par exemple, ou 1 tous les 2 ans, ou 1 tous les 3 ans, avec des facteurs parfois précipitants, qui sont souvent en rapport avec une mauvaise adhésion au traitement, et souvent une mauvaise confiance au traitement. Ça, c'est vraiment un grand classique. Ah oui, tout à fait, oui. Ce qu'il faut retenir aussi, et ça plaide aussi pour un diagnostic le plus précoce possible, c'est qu'on considère qu'il y a une forme de toxicité, si vous voulez, cumulative des épisodes. C'est-à-dire que plus, si vous êtes bipolaire, plus vous ferez d'épisodes, et plus vous risquez d'en faire d'autres, etc. Donc, et à la limite, le risque croît au fur et à mesure. Et complètement. Et on va arriver à des situations de plus en plus ingérables, alors qu'au début, parfois, un épisode peut être déclenché par un facteur de stress avec un stress d'intensité maximale. Au fur et à mesure de l'évolution, disons, il va suffire d'un stress minime, vraiment tout à fait minime, pour que ça puisse déclencher un épisode, voire même parfois ça peut être des variations tout à fait spontanées. Et donc ça, c'est un phénomène d'embrasement, comme on dit, qui est connu et qui plaide pour des prises en charge les plus précoces possibles, si on veut éviter d'arriver si on veut d'arriver à ce qu'on appelle des cycleurs rapides, c'est-à-dire des gens dont les phases s'enchaînent sans intervalle intercritique. Alors, on parle parfois d'intervalles intercritiques libres. Quand on regarde les choses d'un peu plus près, parce que la réalité clinique est souvent plus compliquée que ce qu'on lit dans les livres, ces intervalles intercritiques ne sont pas vraiment complètement libres. Pourquoi? Parce que d'une part, il peut y avoir des difficultés cognitives, par exemple, persistantes, au niveau de la mémoire, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives. Et d'autre part, vivre une dépression, c'est en soi traumatique, si vous voulez. En soi, ou vivre un épisode maniaque, c'est calamiteux. Je veux dire, ça a la valeur même d'un traumatisme qui peut être massif. Et donc, la personne peut continuer à vivre aussi dans cette ambiance-là post-traumatique, en quelque sorte, et vivre aussi dans la hantise d'une rechute. Donc, c'est pas complètement libre parfois. Alors, justement, on avait un petit exemple pour essayer d'illustrer les difficultés diagnostiques. Donc, un petit exemple d'espèce de cas clinique.
Oui, c'était pour illustrer un épisode mixte en fait là. Donc vous avez une personne, une femme de 50 ans là qui a une fracture de jambe, elle est mise en maison de repos et elle perd le sommeil, donc elle dort plus. Elle dort plus sans fatigue, ce qui est assez caractéristique. Elle déambule sans cesse et très difficile à contrôler. Elle parle tout le temps. Donc là aussi, c'est une des caractéristiques, la volubilité, l'accélération de la prosodie, à la fois la tachypsychie, les pensées vont vite, mais aussi la parole. Elle va importuner les autres patients par des taquineries ou par des remarques acerbes. À peine a-t-elle commencé à faire son lit qu'elle est déjà repartie dans les couloirs, donc c'est très difficile. Quelqu'un qui est maniaque, on le perd de vue très très vite. Je veux dire, on lui court vraiment, on peut lui courir après. Je veux dire, il y a un sentiment de vitesse, d'accélération, etc. Et c'est difficile à contrôler. Et les soignants savent bien, ils préfèrent avoir affaire à des patients déprimés ou sur un versant dépressif que sur un versant maniaque, parce que c'est difficile à contrôler. Alors à table, elle finit pas ses repas, elle a maigri, mais ça la fait rire. Et en même temps, alors que là, on a un tableau plutôt effectivement d'expansion, de désinhibition, et en même temps, donc, on a des choses qui font un peu dissonance avec des phrases comme quand j'étais jeune, je voulais des biscuits qui étaient pour le goûter de mes enfants, j'aurais dû prendre la pilule, j'aurais pas fait des malheureux, je suis morte, ou encore l'aumônier n'a pas voulu me donner l'extrême onction. Donc, c'est plutôt des propos effectivement de tonalité mélancolique, de tonalité sombre, qui donc. Oui, qui sont contradictoires par rapport à son état. Oui, tout à fait, oui, absolument. Ce que je disais aussi concernant les difficultés de diagnostic, si vous voulez, c'est que c'est comme c'est souvent le cas en psychiatrie. Heureusement, malheureusement, j'en sais rien. C'est qu'en psychiatrie, moi, je dis souvent qu'on est dans une configuration, dans une ère pré-pastorienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'ai pas de laboratoire de la bipolarité. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de laboratoire, j'ai pas d'imagerie non plus de la bipolarité. On peut certes être amené à demander de la biologie, mais c'est dans le cadre soit pré-thérapeutique, si on fait un bilan pré-thérapeutique, on va demander un bilan rénal, etc., cardiaque, cardiovasculaire, si on veut prescrire, soit au titre du diagnostic différentiel. On peut demander effectivement une TSH, enfin bon, voilà, si on cherche effectivement au titre du diagnostic différentiel, mais j'ai pas de diagnostic positif qui soit étayé par des arguments paracliniques. Donc c'est vrai pour d'autres affections, c'est vrai pour le Parkinson, mais enfin bon. Mais c'est vrai que le diagnostic, il est et il reste clinique. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une clinique aussi étayée, argumentée et fine. Oui. Alors, on peut peut-être revenir sur les signes d'alerte, les signes qui sont les indicateurs de première attention, en fait, sur cette, pour aider un petit peu au diagnostic. Alors, il faut s'inquiéter d'une dépression avant l'âge de 25 ans, effectivement. Donc, si vous voulez, si vous avez affaire à un jeune adulte, un adolescent qui fait un premier épisode dépressif caractérisé, hein, bien sûr, je crois qu'il faut s'en inquiéter, il faut le suivre. Enfin bon, faut y penser en tout cas, même si on n'a pas d'argument dans l'immédiat, il faut y penser et garder un point d'interrogation sur une évolutivité possible. Si la personne a fait des épisodes dépressifs récurrents, comme on dit, 1, 2, 3 et plus, effectivement, là, au bout d'un moment, on se pose quand même la question. Si on a des antécédents familiaux, on se pose la question bien sûr aussi. Si on a une dépression délirante ou bien, a fortiori, si elle survient dans le postpartum, il faut aussi s'en inquiéter. Si on a des caractéristiques sémiologiques un peu atypiques, par exemple de la dépression, au lieu d'avoir de l'insomnie, comme c'est le cas dans 90% des cas, on a une hypersomnie. Ou si on a, au lieu d'avoir une perte d'appétit, on a des conduites hyperphagiques, effectivement, il faut s'en inquiéter. Si on a des caractéristiques psychotiques, comme on dit, congruentes à l'humeur, c'est-à-dire qui sont dans le fil de la dépression ou de la manie, donc si on a affaire à une manie délirante ou à une dépression délirante, effectivement, il faut s'en inquiéter aussi. Si on met la personne déprimée, par exemple, sur antidépresseur, si on a des réponses bizarres avec l'apparition d'un virage, effectivement, de l'humeur, il faut bien sûr s'en inquiéter. Et il faut savoir qu'un épisode maniaque ou hypomaniaque ou encore un virage maniaque de l'humeur sous traitement sont suffisants pour diagnostiquer en fait le diagnostic de bipolarité. Il ne repose pas sur la dépression, il repose sur l'expansion. Ah oui. Okay. Donc ça peut être déroutant d'avoir un patient qui soit antidépresseur et qui se retrouve. Oui, mais c'est non exceptionnel. Oui. Bon, le but visé, qui est de rétablir une humeur à peu près normale, est dépassé là, oui. Alors après, il y a peut-être d'autres signes éventuellement qui sont considérés comme
Oui, on caractéristiques. les a certaines particularités aussi. Une suicidalité violente, vous l'évoquiez là par exemple. Oui, Ouais. ça peut être ça aussi. Des passages délictueux, des conduites sexuelles à risque, effectivement, ça peut inquiéter en tout cas dans le sens d'une possible bipolarité. Oui. Oui. Alors justement, typiquement, il y a aussi souvent des troubles associés, des addictions ou des facteurs de risque Oui. associés, donc ça complique un peu les choses. Oui, alors il y a des comorbidités, comme on dit. Il faut savoir que 40% environ des patients bipolaires euh, sont à risque de développer des conduites addictives. Alors, ça peut être l'alcool, mais ça peut être aussi d'autres Mm. toxiques, cannabis et autres. Pourquoi Quand ils sont déprimés, c'est souvent dans un but d'anxiolyse, en Mm. fait, oui, et de recherche de pacification et d'oubli. Quand ils sont plutôt excités et en phase expansive, ça peut être aussi une recherche d'amplificateur, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est parce que un patient maniaque ou hypomaniaque, il vibre à l'unisson. C'est une chose importante. Vous le prenez, je veux dire, vous le mettez dans une ambiance excitée, dans une boîte de nuit, de la musique, du bruit, de Il va être en l'agitation, phase. il va se déchaîner. Ouais. Il va vraiment se déchaîner. Vous le mettez un peu au repos, au calme, bon, il peut, vous voyez, donc ça, c'est une chose importante. Et puis, il y a des comorbidités, soit qui sont iatrogènes et d'autres non iatrogènes. Parmi les comorbidités, ce qui explique aussi la surmortalité de ces patients. Il y a une surmortalité, on l'a vu par sursuicidalité, Oui. 15%, mais il y a aussi une comorbidité, disons, somatique qui est à l'origine de la surmortalité, parce que risque de développer une obésité, Mm. qui peut être lié pour beaucoup aux médicaments, aux Oui. psychotropes. Hein. Beaucoup de psychotropes font prendre du poids, malheureusement. Ça peut être aussi de la sédentarité, une mauvaise hygiène de vie. Ça peut être des problèmes du côté addiction de tabagisme également aussi. Ça peut être des syndromes métaboliques avec hypertension, dyslipidémie, diabète, obésité qui peuvent être liés, disons, aussi aux thérapeutiques. Ça peut être donc aussi des facteurs de risque d'ordre cardiovasculaire aussi. Ça peut être, alors on a aussi assez fréquemment des associations en comorbidité avec des troubles du comportement alimentaire. C'est non exceptionnel qu'effectivement on puisse retrouver des épisodes anorexiques ou Oui. anorexo-boulimiques, par exemple, et non exceptionnel. Et ça peut être aussi en comorbidité, c'est assez fréquent aussi, des troubles anxieux, parfois sévères, type de troubles paniques ou troubles anxieux généralisés. Quoi. Alors, on va en parler un peu plus tard, mais c'est d'autant plus important quand les gens sont diagnostiqués et traités qu'ils aient une bonne hygiène de vie. Ah oui, 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 ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. Là encore, enfin, les maîtres mots, là, c'est respecter les rythmes, se respecter soi-même, respecter ses biorhythmes, par exemple, ça c'est une chose tout à fait fondamentale, et avoir une hygiène de vie en évitant tout ce qui est toxique et psychostimulant, parce que ça peut être bon, l'alcool, ça peut être la cocaïne, ça peut être, mais le café et le thé, par exemple aussi, enfin, je veux dire, Oui. quelqu'un peut en consommer des cafetières entières. En plus, ça a des incidences sur les traitements. Oui. D'accord. Alors, il y a aussi, on veut aborder un petit peu aussi le problème de la crise suicidaire et des signes de gravité à dépister assez vite aussi, parce que ça, c'est sûr que ça peut aller en Oui, effet. oui. Là, moi, je vais peut-être vous renvoyer à une conférence de consensus qui a eu lieu il y a déjà un moment, qui avait été diligentée par l'ANAES à l'époque, la HS maintenant, sur le degré d'urgence de la crise suicidaire, qui impose tout simplement chez quelqu'un que l'on sent suicidaire de poser quelques questions, savoir s'il y pense déjà, s'il a des idées de ce côté-là, tout simplement, oui. Et ça a une valeur déjà thérapeutique aussi. Et deuxièmement, s'il a scénarisé son intention, s'il a une intention qui est déjà scénarisée, ce qui permet effectivement d'affiner, si vous voulez, l'évaluation de ce qu'on appelle le potentiel suicidaire de la personne. Parce que si la personne A sait comment elle va le faire, où elle va le faire et Et quand, quand elle a peut le faire. fortiori, elle va le faire, on est dans un degré d'urgence Ouais. qu'on va dire maximal. Si au contraire la personne vous dit qu'elle y pense, c'est vrai que j'ai des idées suicidaires, par contre j'aimerais bien que ça s'arrête, tout ça, voilà. J'ai pas vraiment pensé à un moyen, ou bien ça peut être un moyen médicamenteux, j'ai des tranquillisants à la maison, mais j'ai pas vraiment d'échéancier ni de date précise, voilà. Donc si c'est des idées qui restent en plus fugaces, avec des facteurs de protection et de résilience pour la personne, bon, on est dans une configuration où il y a moins de degrés d'urgence, bien sûr. Alors, on a parlé tout à l'heure un petit peu de, on va aborder rapidement le diagnostic différentiel, parce qu'évidemment, il faut quand même y penser, il peut y avoir autre chose que ça, des choses plus somatiques, on va dire. Oui, mais du côté des pathologies somatiques, c'est en général, il y a pas, Il n'y a pas trop il y a pas, il y a pas trop confusion. il y a pas trop de confusion ni d'erreur. On a souvent des contextes qui sont quand même très,
très évocateur d'hystéroïdie, de problèmes neurologiques ou autres. Et en général, non, il n'y a pas trop de confusion. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué vis-à-vis de diagnostic différentiel vis-à-vis d'autres pathologies psychiatriques. Ça peut être le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les dépressions unipolaires, qui peuvent être récurrentes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, sur plusieurs Voilà, séquences oui, c'est ça. Donc, on dépression. est quelqu'un qui fait des dépressions à répétition, en quelque sorte, mais qui n'a pas de mouvement expansif. Donc, bon, on ne sait pas. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, plus particulièrement des troubles de la personnalité du cluster B, c'est-à-dire des personnalités limites ou borderline, qui ont un coefficient d'impulsivité de base, si vous voulez, dans leur fonctionnement qui est élevé, qui est même pathologique, avec des sentiments de vide intérieur, qui peuvent développer aussi des conduites addictives, qui peuvent développer aussi volontiers des conduites suicidaires. Et donc, c'est parfois compliqué, d'autant qu'il peut y avoir une comorbidité entre l'axe 1 et l'axe 2, comme on dit dans le DSM-5, c'est-à-dire entre les troubles à proprement parler et les troubles de la personnalité de l'autre. Ça ne serait pas de la même façon. Pardon, bah non, c'est différent. Mais en mettant davantage l'accent sur des prises en charge psychothérapiques dans le cas des troubles de personnalité que sur les médicaments, bien que on peut voir aussi des borderline vraiment très instables au plan émotionnel pour lesquels on propose l'essai d'un traitement régulateur de l'humeur. Il y a une autre pathologie aussi où là les critères la critériologie dans les classifications se recoupent et se chevauchent, c'est les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans avec hyperactivité, et aussi, ça c'est un problème qui est tout à fait classique, des troubles schizophréniques. Ça peut être le devenir, si vous voulez, c'est quand même très fréquent, ce qu'on appelle les bouffées délirantes aiguës, ou encore des psychoses délirantes aiguës polymorphes. Donc, quel est le devenir d'une première bouffée délirante aiguë chez un jeune qui, par exemple, dont on sait que cette bouffée délirante n'est pas survenue dans le cas d'une pharmacopsychose, c'est-à-dire induite par une substance ou un médicament, quelque chose qui arrive de nouveau comme ça chez un jeune, on sait que dans un tiers des cas environ, ça évoluera vers une bipolarité. Donc là aussi, c'est un signe d'alarme, etc. Il existe enfin, pour compliquer les choses, naturellement, les psychiatres aiment bien, mais ce qu'on appelle des troubles intermédiaires entre les deux grandes pathologies. D'un côté, le trouble schizophrénique, de l'autre, le trouble bipolaire. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle des troubles schizoaffectifs, ce qui pour certains, qui existent, enfin bon, qui relève plus, bien sûr, de l'appréciation du spécialiste et du regard du spécialiste, mais qui témoigne peut-être aussi pour certains auteurs d'une forme de continuum de continuum spectral, en quelque sorte, entre d'un côté les troubles schizophréniques et de l'autre les troubles bipolaires. C'est compliqué. C'est pour Affaire de spécialiste quand même. Hein. Oui, quand même. Oui, là, clairement. En tous les cas, le médecin généraliste va orienter vers le psychiatre quand même. Mais là, il faut qu'il y ait à un moment donné ou à un autre un regard et une évaluation psychiatrique qui soit portée, ça clairement, mais en lien étroit avec le médecin généraliste et tous les médecins qui sont susceptibles d'intervenir dans la prise en charge de ces pathologies-là. On a des parcours de patients en fait, où il faut que tous les intervenants soient bien au fait de tout ça. Ah, il y a aussi des choses comme les diagnostics différentiels qui sont liées aux substances. Hein, oui, alors bon, là c'était pour dire qu'il y a beaucoup à la fois de substances, si vous voulez, psychoactives qui peuvent induire des expansions de l'humeur et aussi des variations dépressives, les deux. Mais aussi un grand nombre de médicaments pour commencer la catégorie des corticoïdes. Enfin, si vous prenez les corticoïdes, un des premiers effets les plus fréquents, c'est l'insomnie, une forme d'euphorie un peu légère parfois, ou d'irritabilité, d'énervement, d'excitation que l'on peut ressentir. Mais il y a aussi l'interféron, les antidépresseurs, il y a des antituberculeux, tous les agonistes dopaminergiques sont susceptibles effectivement d'induire ce genre de choses. Donc, c'est aussi important dans l'examen clinique de regarder l'ordonnance et ce que prend le patient, évidemment. Donc voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la maladie, en fait, rapidement quand même, parce que je pense que c'est finalement assez compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire alors par rapport à la conduite à tenir? Donc, il y a le patient, bien sûr, son entourage, parce qu'il va être fortement impacté, et puis éventuellement la partie sociétale et sociale. Donc, alors on commence par quoi quand on a suspecté un trouble bipolaire? On procède à un entretien, un examen clinique, j'allais dire standard, en s'intéressant aux antécédents, non pas seulement personnels, mais aussi aux antécédents familiaux, ça on l'a déjà dit à deux reprises, en essayant de documenter aussi de possibles comorbidités,
Et c'est non exceptionnel. Si par exemple je prends le cas des troubles addictifs, vous prenez un patient qui vous est adressé pour un problème d'alcoolodépendance, Oui. par exemple, ou bien de polyaddiction, et pour peu qu'il ait un certain nombre d'années d'évolution de ce côté-là, il n'est pas impossible que l'on retrouve, en cherchant bien sûr, mais il faut le documenter, en amont de tout ça, des troubles de l'humeur de type bipolaire. Oui. Oui, c'est vraiment non exceptionnel. Et donc à ce moment-là, on aura une comorbidité, à la fois un trouble addictif, un trouble bipolaire qui s'est compliqué Oui. secondairement de conduite addictive. Dans l'entretien de l'examen clinique, j'insisterai moi beaucoup sur la nécessité à un moment donné ou à un autre, mais c'est obligatoire, de rencontrer la famille ou un proche en tout cas, parce que bon, d'une part le patient vous le connaissez pas, par définition, vous le découvrez. Et puis, enfin bon, même si on le prend en hospitalisation pendant quelques jours, enfin bon, on a une meilleure idée peut-être, mais c'est fondamental, c'est vraiment fondamental pour un meilleur recueil de données, pour une meilleure évaluation diagnostique, de rencontrer la famille et d'apprécier aussi sa fiabilité en quelque sorte et son degré de tolérance par rapport à la Oui. pathologie. Comment elle supporte ça? Alors, Comment elle vit ça? Est-ce que l'on peut compter sur les proches? Est-ce que les proches peuvent constituer des facteurs de protection pour les patients et, et donc un soutien possible? Ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. est-ce que ça peut avoir un impact sur enfin, la famille, en fait, au sens où ça peut avoir, je veux dire, une pathologie familiale du couple, de la famille C'est à l'origine d'un grand nombre de divorces, par exemple. Oui, Oui, ah sans oui, doute, tout à oui. fait, de séparation, de rupture, de divorce, au plan relationnel, social et amical. Au fur et à mesure du temps, pour peu que le patient ne soit pas stabilisé, eh bien, il va faire le vide autour de lui, il va se retrouver seul, il va se désocialiser progressivement. À la limite, au pire, si vous voulez, on peut imaginer un SDF, en fait. Hein. Oui. C'est non exceptionnel, Oui. non exceptionnel. Que ça aille jusqu'à une dégradation telle du tissu social, des ressources relationnelles, que les gens se lassent, n'en peuvent plus, et des conduites de rejet, des conduites d'exclusion, finalement, qui renforcent bien sûr le caractère dramatique de la pathologie. Je brosse là un tableau un peu extrême, si vous voulez. Bon, mais heureusement, il y a des évolutions heureuses, oui, Oui, et puis je pense qu'il peut y avoir aussi c'est moins un grave. soutien qui peut être organisé aussi pour les Bien proches, sûr, pour oui, qu'ils soient tout à capables de fait, oui. mieux encaisser, mieux C'est aider. c'est pour ça que c'est fondamental de les voir, de les associer au diagnostic, de les associer à la prise en charge, de les associer de la même manière, si vous voulez, qu'avec le patient, bon, il faut établir un lien et puis il faut le maintenir surtout, il faut le maintenir dans la durée. Oui. Et il faut de plus, ça c'est le rôle de la psychoéducation, de faire du patient un allié, un expert de sa maladie, comme on le fait, si vous voulez, par exemple, vis-à-vis Diabétique, des par exemple. diabétiques ou des asthmatiques, si vous voulez, on les forme au diabète, on en fait des Ouais. diabétologues, quoi, en Ouais. quelque sorte, oui. Mais là, c'est pareil, il faut que les patients connaissent très bien leur maladie, leur traitement, les signaux d'alarme, qu'ils aient toutes les ressources thérapeutiques possibles, qu'on les ait vraiment briefés là-dessus. Alors, idéalement, cette psychoéducation-là doit s'adresser aussi aux proches les plus aidants et Ah oui. les plus proches, quoi. Et Oui. puis il y a aussi certainement une capacité, enfin, l'annonce aussi à l'entourage de ce Oui, diagnostic, bien ça peut sûr, être oui, vraiment oui, tout à simple. Hein. fait. Oui, non, c'est pas forcément. D'autant que, encore une fois, on a vu tout à l'heure, entre 3 et 5 médecins Oui, avant c'est ça, d'arriver au oui, avant d'arriver au diagnostic, diagnostic. Oui. d'autant que des errances diagnostiques possibles, d'autant que c'est un diagnostic qui reste purement clinique, bon, au bout d'un moment, quand même, il y a une forme d'évidence. Si vous voulez, chez les troubles bipolaires de type 1, en général, on se trompe rarement, enfin, je veux dire, et c'est beaucoup plus rapidement évident un petit peu Oui. pour tout le monde. En revanche, dans les troubles bipolaires de type 2, là, c'est souvent plus compliqué parce que l'évaluation des phases hypomaniaques est une évaluation qui est difficile à réaliser. Je l'ai pas dit, mais on peut s'appuyer dans l'évaluation, dans l'entretien aussi, l'examen clinique, sur un certain nombre d'échelles qui ont démontré quand même leur caractère de prédictibilité, enfin de Mhm. fiabilité, si vous voulez, dans l'établissement diagnostique en termes de sensibilité et de spécificité. Il y a deux instruments qui sont recommandés par la HAS, en particulier pour l'évaluation des états hypomaniaques. Il y a une échelle qu'on appelle l'échelle d'hypomanie de Angst, du nom du psychiatre qui l'a proposé, qui est une échelle qui est simple à établir. C'est une échelle d'auto-évaluation sur une vingtaine d'items.
Et il y a un deuxième instrument qui est le Mood Disorder Questionnaire, le MDQ, questionnaire dit de troubles de l'humeur, qui a également aussi une valeur intéressante et qui vise aussi à documenter donc, on examine le patient, on recueille des données, on les fait confirmer par les proches, on retrouve des antécédents familiaux sur la passation de ces deux instruments-là. Par exemple, bon, on a des scores très significatifs, bon, on a peu de risques. Ce genre d'outils, bon, souvent le patient il va commencer par voir son médecin généraliste. Est-ce que c'est des outils qui peuvent être utilisés par le médecin généraliste pour dépister et puis après adresser vers le spécialiste? Oui, bah, idéalement, au petit moment, je dirais oui, rien ne s'impose même techniquement, parce que c'est pas très très compliqué quand même, mais c'est juste le problème de temps parfois dans la consultation, parce que tout ça demande du temps, voilà, par les proches. C'est des entretiens longs, effectivement, où souvent on fait revenir les patients aussi. Enfin bon, voilà, donc ça c'est la problématique aussi du généraliste qui peut être. Je vois dans le fonctionnement, là, il y a l'aspect scolaire. Alors, on a bien vu, mais scolaire, si on a un ado là, qui est diagnostiqué, est-ce qu'il y a quelque chose à faire auprès dans son collège, en lycée, autour de ses enseignants, pour que ça soit pris en compte? Oui, je pense, sans déroger bien sûr au secret médical, mais en passant par exemple par le médecin scolaire ou l'infirmière scolaire, effectivement, ça peut. Ou bien si c'est en milieu étudiant par la médecine de prévention universitaire, effectivement, bien sûr, oui, on peut trouver même un aménagement du cursus, un aménagement des études, un aménagement des examens aussi, avec des tiers-temps, des choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui. Pour des jeunes dont la scolarité ou le cursus a pu être très, très perturbé, comme c'est malheureusement souvent le cas. Donc là, on voit bien l'importance de la collaboration entre le médecin généraliste et le psychiatre. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait un regard psychiatrique se porter là-dessus, que les propositions thérapeutiques émanent du psychiatre, mais pour ce qui est du suivi et du patient et du traitement, le médecin généraliste a toute sa place, quand même, bien sûr. Oui. Mais bien souvent maintenant, d'ailleurs, enfin, moi, après avoir travaillé pendant 40 ans en milieu hospitalier, hospitalo-universitaire, j'ai une activité libérale et beaucoup de médecins généralistes m'adressent des patients avec déjà une élaboration. Ils ont déjà fait une élaboration diagnostique et des hypothèses diagnostiques, et je trouve ça tout à fait remarquable. J'en profite pour solliciter ceux qui nous écoutent. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On vous répond, il n'y a pas de souci. Donc, puis si vous avez des difficultés pour nous entendre, parce que de temps en temps, c'est un peu compliqué, donc dites-nous qu'on puisse réajuster le matériel. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de diagnostic différentiel, donc il y a quelques éventuellement examens à faire complémentaires pour éliminer. Oui, là, bon, effectivement, on élimine une pathologie. Oui, c'est du basique. Surtout, on peut être amené à demander aussi un bilan pré-thérapeutique si on pense à certaines thérapeutiques, comme du lithium, par exemple, ou bien un antipsychotique. Et ensuite, si on veut éliminer aussi une grossesse, oui. L'aide de l'entourage, donc ça peut être aussi un élément important. On l'a beaucoup dit en fonction de la sévérité des troubles. Est-ce qu'on a des choses particulières à évoquer là-dessus? Non, pas vraiment. Ce qu'on peut peut-être voir, c'est peut-être la diapo là où sur les indications d'hospitalisation, parce que ça corrèle un petit peu le degré de sévérité. De l'HAS, oui. Alors l'HAS a établi un arbre décisionnel, et si vous avez le loisir de le regarder, vous verrez que ce qui est vraiment déterminant pour le diagnostic de bipolarité, c'est la notion de manie ou d'hypomanie. Donc après, on est sur des problèmes de prise en charge globale, en fait, qui vont être liés à des parcours de soins, parce que le patient, ça va être toute sa vie, donc il va passer, peut-être si la femme est jeune, elle va avoir une grossesse, voilà, si c'est des gens plus jeunes ou plus âgés, il va y avoir des tas de péripéties dans leur existence, une intervention chirurgicale, enfin bref. Donc il y a vraiment un parcours à organiser, et ça sur le long terme. Donc, il faut vraiment voir ça, oui. Vous avez raison d'insister sur le long terme. Quand vous prenez en charge un patient bipolaire, qu'on soit médecin généraliste, qu'on soit psychiatre, on est parti pour un accompagnement sur plusieurs années. Oui. Donc les objectifs initiaux, disons, de la prise en charge, si on a affaire à un épisode aigu, il faut le traiter, il faut le réduire, effectivement. Si on a affaire à quelqu'un qui est déprimé, il faut l'antidéprimer. Si on a affaire à quelqu'un qui est en pleine période maniaque, il faut le ramener à
a des émotions et un comportement acceptable, en réduisant aussi le risque suicidaire, et puis en protégeant et en sécurisant le patient, aussi bien en phase dépressive, mais plus volontiers en phase maniaque, si vous voulez. Il est vraiment capable de débordements comportementaux, est capable de se mettre vraiment en péril, lui, mettre en péril sa vie, pas seulement le risque du côté du risque suicidaire, mais ça peut être aussi des risques hétéroagressifs, ça peut être pour aller plus vite, par exemple, prendre de l'autoroute en sens inverse, enfin, des choses, bien griller tous les feux rouges, enfin, je sais pas, comportement un peu irresponsable, en fait, liés à la désinhibition et au sentiment de toute puissance et d'euphorie. Donc, il faut vraiment le sécuriser, le patient, sécuriser ses proches aussi. Et enfin sécuriser aussi son patrimoine, et c'est bien parce que dans un contexte de désinhibition, il peut se mettre à jouer, il peut se mettre à distribuer de l'argent aux nécessités sur un mode un peu excessif. Enfin, on voit, il y a souvent des anecdotes de ce côté-là, mais qui sont souvent dramatiques pour le patient et aussi pour la famille, avec une ruine. Parfois non exceptionnels, enfin, ou des gens qui se trouvent en situation de surendettement parce qu'ils n'ont pas été protégés à un moment donné. D'autant que quand ils sont dans cet état d'euphorie pathologique, ils sont vraiment très vulnérables, et des gens malveillants peuvent tout à fait en abuser, bien sûr, en profiter. Oui. Alors ça, c'est pour les parties, on va dire, des crises aiguës, et puis après, il y a le long terme. Donc, comment est-ce qu'on peut Alors après, une fois sorti donc de l'épisode aigu, et encore une fois, on est plus et mieux armé pour traiter relativement rapidement un épisode maniaque qu'un épisode dépressif, où là c'est plus compliqué, parfois plus long. En tout cas, une fois sorti de l'épisode aigu, il faut chercher à ce que le patient devienne normothymique ou euthymique, comme on dit, c'est-à-dire que son humeur soit stabilisée à un niveau acceptable. Et donc c'est le problème prophylactique de la prévention des rechutes dans les deux sens. Il faut traiter bien sûr les comorbidités. S'il y a une comorbidité type addictologique, il faut la prendre en compte. S'il y a une comorbidité anxieuse, il faut la prendre en compte. Il faut au maximum préserver bien sûr l'autonomie et la qualité de vie du patient. Il faut aussi, par la psychoéducation, par l'éducation thérapeutique, accroître aussi ses capacités d'adhésion au diagnostic et au traitement, et ses capacités d'insight par rapport à sa maladie. Ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. Pour un bipolaire, c'est quoi en fait? Pardon? Quand on parle je sais pas, en quelques mots, c'est... Dans le service, par exemple, là où je travaillais là au CHU, si vous voulez, il y a des programmes qui tiennent en 12 à 13 séances environ, avec chaque fois une thématique. Donc, c'est des programmes en petits groupes, ils sont 6 à 8 patients bipolaires. Alors, c'est aussi l'intérêt pour les patients bipolaires de rencontrer d'autres. Bien sûr, oui. Où on leur fait des topos comme ce qu'on essaye de faire ce soir. On essaye de leur apprendre la maladie, de leur apprendre les traitements, les effets secondaires, comment gérer les effets secondaires, comment gérer effectivement dès qu'apparaissent des signaux d'alarme, quelles sont les ressources thérapeutiques qu'ils peuvent avoir, etc. Enfin, voilà, Et puis s'autogérer pour savoir quelles sont les choses qui vont les mettre dans une situation où ils vont être déstabilisés. À mes yeux, c'est une obligation, ça. Je veux dire, idéalement, c'est malheureusement pas toujours possible en fonction des ressources locales, mais tout patient bipolaire devrait avoir bénéficié d'une éducation thérapeutique. Il y a différents modules comme ça d'éducation, encore une fois, sur le modèle de ce qui se fait en diabétologie. Et idéalement, ça se fait encore moins souvent, peut-être, les proches aussi devraient être associés sous une forme ou sous une autre, pour qu'ils deviennent aussi des alliés dans la relation thérapeutique avec le patient, qui parfois est une relation un peu instable, un peu compliquée. C'est pas vraiment toujours simple d'obtenir la confiance et l'adhésion, et surtout de maintenir la confiance et l'adhésion de la part d'un patient bipolaire, parce que vous avez 20 ans, 25 ans, on vous dit voilà, monsieur, vous êtes bipolaire, il va falloir prendre du lithium à vie, et en plus, il peut y avoir des risques, etc. Je veux dire, c'est extrêmement difficile à accepter. Il est à la limite quasiment normal, entre guillemets, qu'il y ait des moments de fléchissement dans la compliance et dans l'observance. Je veux dire, ça me paraît... Donc on comprend que ce traitement, en fait, on ne l'interrompt pas, en fait, il n'y a pas jamais de guérison. Peut-être éducation dans le temps, avec l'âge, je ne sais pas. C'est une question qui reste, pour les spécialistes, un petit peu controversée, mais on part quand même sur des années de traitement. Voilà. On va dire,
On va dire, moi, ce que je dis aux patients, c'est que, écoutez, voilà, déjà, c'est compliqué de trouver, par exemple, un médicament auquel ils répondent et qui le stabilise bien, si vous voulez. Ça peut prendre déjà 1 an ou 2 ans, déjà, avant d'arriver à une stabilisation, d'autant que ce sont des processus, si vous voulez, qui ont une forme d'inertie. C'est-à-dire, c'est pas du jour au lendemain que le déprimé va retrouver et que ça. Donc ça peut déjà prendre du temps. Moi, ce que je leur dis, écoutez, vous allez prendre un traitement régulateur de l'humeur puisque c'est le traitement de fond, c'est le traitement essentiel chez les patients, chez les personnes qui présentent une pathologie bipolaire, jusqu'au maximum. Voilà. Alors, rapidement, des critères pour l'hospitalisation, de temps en temps, il faut. Ça peut être aussi des critères de gravité, ça, si on veut. Si vous avez affaire à un patient hyper suicidaire, bon, ça se discute pas, il faut le mettre. Si vous avez affaire à une manie franche, bon, évidemment, c'est tellement ingérable, incontrôlable que bien souvent. Si vous avez affaire à un épisode mixte, ça c'est moins connu, mais il y a un risque suicidaire tout à fait important. Si vous avez affaire à une manie délirante, ou bien encore à une dépression délirante, ou bien encore un état mixte avec des caractéristiques psychotiques, effectivement, l'hospitalisation, ce sera difficile d'en faire l'économie s'il y a des complications médico-légales, s'il y a personne est toute seule, par exemple. Ce qui peut arriver, s'il y a des formes complexes aussi, pour lesquelles vraiment, là, il faut un avis spécialiste, pour lesquelles on a déjà essayé plusieurs lignes de traitement avec des phénomènes de résistance, effectivement, on peut être amené à hospitaliser, pas toujours en urgence. Il faut savoir aussi, oui, j'en profite pour le dire, il existe depuis déjà une quinzaine d'années aujourd'hui en France, c'est souvent dans des CHU, des centres dits de référence, si vous voulez. De manière qu'il y a des centres de référence pour les troubles déficitaires de l'attention, ou bien pour les centres d'Asperger, pour la schizophrénie. Vous avez aussi des centres de référence donc pour l'évaluation de patients chez lesquels on suspecte une bipolarité ou pour lesquels on a des difficultés thérapeutiques ou des situations donc un peu complexes. On peut adresser aussi pour évaluation à ce type. Il est idéalement l'hospitalisation se fait en milieu spécialisé déjà. Hein. C'est pas dans le service de médecine, mais en milieu spécialisé. Et idéalement, il faudrait que l'hospitalisation soit libre, avec le consentement du patient. Là, c'est souvent dans le meilleur des mondes hospitaliers possible, et c'est pas toujours dans la réalité. Et bien souvent, c'est impossible d'obtenir le consentement. Donc là, c'est une forme d'échec. Hein. On est souvent parfois obligé de recourir à des soins dits sans consentement et donc sous contrainte. D'où l'intérêt, ça peut avoir un intérêt, chez des patients avec lesquels on a établi une relation thérapeutique stable et fiable et durable, si vous voulez, de passer une forme de contrat, écrit ou non écrit, peu importe, si vous voulez, sous la forme de directive anticipée en quelque sorte, savoir, voilà, là vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous travaillez, vous fonctionnez, vous avez votre vie famille, etc. Mais il se peut que, à un moment donné, vous décompensiez. Sur un mode, voilà. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous souhaitez être hospitalisé là, dans tel endroit, dans telle clinique où ça s'était bien placé, dans tel service où ça s'était bien placé ou pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui. D'anticiper en quelque sorte avec le patient des décompensations. Alors, on l'a déjà pas mal dit, mais la coopération entre les professionnels est évidemment indispensable. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on va parler après des traitements. Donc, on a compris qu'il fallait vraiment une collaboration étroite tout à fait, avec tous les thérapeutes, en fait. Hein. Et donc, c'est là l'intérêt de la coordination, la traçabilité, la coordination entre les différentes personnes. Oui, mais ça, c'est faire circuler l'information, c'est envoyer des comptes rendus, c'est téléphoner, c'est prendre contact. Enfin, bon, c'est faire lien au maximum autour du patient, effectivement. Et puis, alors, le patient peut aussi être le vecteur de cette coordination parce qu'il peut aussi inciter ces différents praticien à se mettre en relation parce qu'il leur dit qu'il est. Tout à fait, oui. Et lui-même aussi, on peut l'orienter vers des associations aussi. Oui, tout à fait. Alors on va aller, on arrive un peu plus vite, à la fin. Donc, parler un tout petit peu quand même des traitements parce qu'il y a quand même quelques avantages et beaucoup d'inconvénients. Alors, il faut peut-être en parler un petit peu. Donc, il y a les médicaments, puis les autres choses qui ne sont pas médicamenteuses. Alors, du côté des traitements, disons, médicamenteux, encore une fois, le traitement de fond, c'est les régulateurs de l'humeur. Donc, ça se conçoit que comme ça, avec des régulateurs de l'humeur. Donc, il y a 3 grandes familles, si vous voulez, les sels de lithium, les anticonvulsivants qui sont aussi utilisés dans le traitement de la commercialité, les antipsychotiques atypiques ou antipsychotiques deuxième génération qui sont utilisés aussi dans le traitement de la schizophrénie. Ils ont chacun leurs indications, ils ont chacun leurs effets aussi indésirables. Aucun n'est dépourvu, aucun. Vraiment, ils ont tous
des profils d'effets indésirables potentiels. Donc, il faut aussi informer le patient, etc., le prévenir là-dessus. Prévenir que si, par exemple, il est sous lithium, effectivement, il va être obligé de faire des contrôles biologiques régulièrement, qu'il y a un bilan préthérapeutique, qu'il y a un risque de tremblement, de troubles digestifs, de vertige, d'hypothyroïdie, de prise de poids, enfin bon, voilà, de syndrome polyuropolydipsique, qu'une fois par an, il faudra faire un bilan biologique, etc. Donc, c'est quand même ce sont des contraintes, objectivement, il faut prendre des médicaments tous les jours, il faut faire des lithiémies de contrôle, et bon, voilà. C'est des contraintes. Et pour les autres médicaments, je suppose qu'il y a aussi Alors, oui, la prescription du régulateur de l'humeur, à mon avis, elle revient au psychiatre, si vous voulez, parce qu'on a des guidelines pour ça. On est parfois amené à prescrire un, parfois deux, parfois trois thymorégulateurs, dans des situations résistantes, mais ça relève vraiment du spécialiste. Alors, on est sur... Les autres traitements, si vous voulez, médicamenteux, alors le choix, bon, ça va. Si vous avez affaire à des bipolaires qui font plutôt des dépressions, par exemple, on va plutôt s'orienter vers un anticonvulsivant qui est un régulateur du bas, par exemple, plutôt. Si on a affaire à des patients qui présentent plutôt des manies délirantes avec des caractéristiques, on va s'orienter plutôt vers des antipsychotiques, éventuellement associés à du lithium. Mais là, encore une fois, là, ça peut dépendre des souhaits du patient aussi. Il faut bien faire attention aussi parce que beaucoup de ces produits-là, sont tératogènes, donc à tout ce qui est couverture contraceptive, s'assurer qu'il y ait dosage de bêta-HCG, etc. Récemment, il y a eu l'affaire des paquines, et on prescrit du Dépacote, c'est très voisin, donc il y a des formulaires de soins aussi à remplir. Et la femme qui veut avoir un enfant, comment fait-elle? Alors là, soit on estime qu'on peut suspendre les traitements le temps de la grossesse, en particulier lors du premier trimestre, une surveillance qui, bien sûr, est à ce moment-là beaucoup plus rapprochée. Ouais. Soit on considère qu'il faut néanmoins maintenir un traitement, une maintenance médicamenteuse. À ce moment-là, on se rend vers des molécules, comme par exemple les antipsychotiques atypiques, qui peuvent être compatibles avec la poursuite d'une grossesse sans trop de risque. Alors, il y a aussi... Alors, les autres traitements médicamenteux, les autres traitements médicamenteux, c'est la place, juste un mot sur la place des antidépresseurs, parce que c'est une place qui est controversée. Certains vous diront jamais d'antidépresseurs chez les bipolaires. Bon, je crois qu'il ne faut pas être trop dogmatique. Il faut simplement dire qu'il faut, parce que parfois quand on a affaire à un bipolaire déprimé, qu'est-ce qu'on fait? On va, à mon avis, on doit lui prescrire des antidépresseurs, mais sous couverture de régulateur de l'humeur. Oui. Et à des doses peut-être inférieures à celles qu'on utiliserait et pour des périodes peut-être plus brèves et en évitant aussi des antidépresseurs de type tricyclique. Donc, si vous voulez, il y a prudence, prudence, prudence. Pour éviter effectivement une instabilisation de l'humeur, des virages maniaques, une cyclicité plus rapide et qu'on arrive à des situations plus difficilement gérables. Voilà. Les moyens non médicamenteux que l'on peut utiliser, c'est essentiellement la neurostimulation par électroconvulsivothérapie, et qui est plus rapidement efficace que les médicaments. Qui peut être utilisé chez les patientes enceintes et qui a aussi ces protocoles. On fait des cures, si vous voulez, en général de 12, 13 séances à raison de 2 à 3 séances hebdomadaires suivies d'une période de maintenance, et de consolidation et de maintenance. Cette électroconvulsothérapie, ça n'a pas forcément bonne presse. Non, ça a très très mauvaise presse, évidemment, les électrochocs. Mais il faut savoir que c'est une thérapeutique qui est maîtrisée, qui se fait sous curisation et donc sous anesthésie générale, avec des anesthésies très brèves, qui ne durent pas 10 minutes. Enfin, et les principaux inconvénients, à vrai dire, de ce type parce qu'il y en a, c'est les troubles amnésiques, avec des phénomènes d'amnésie antérograde. Qui peuvent être gênants, mais qui sont corrélés à la fréquence et au caractère rapproché des séances. Donc, sur des Quand vous faites ça, vous ne faites pas de traitement médicamenteux? Si, on peut, oui, non, tout à fait, oui. Simplement, juste la veille ou l'avant-veille, on demande au patient s'il prend des benzodiazépines ou des anticonvulsivants de ne pas les prendre, parce qu'effectivement, ça contrarierait la crise électrique. Oui. Et du coup, ça permet d'éviter d'avoir du lithium Non, on peut avoir le lithium et aussi électroconvulsivothérapie. Oui. C'est plutôt utilisé dans... Alors, voilà, la grossesse et tout ça, donc dans les formes résistantes peut-être aussi. Oui, les formes un peu complexes et les formes résistantes où on ne sait plus très très bien quoi faire à un moment donné, où on arrive au bout du potentiel d'efficacité des médications. Et du coup, ça, c'est plutôt toutes les règles des Alors, ça, c'est le volet médicamenteux, donc si vous voulez. Il y a un autre volet thérapeutique qui est fondamental, c'est celui de l'hygiène de vie. En gros, il faut que le patient
Mais c'est difficile pour quelqu'un qui est jeune. Vous allez demander, en gros, éviter tout facteur, toute source de stress. Dormez bien. Enfin, je veux dire, Faites pas la ne fête. prenez pas d'alcool, faites Ouais. pas la fête. Bon, c'est quand même compliqué, mais théoriquement, il faudrait effectivement que les personnes respectent au maximum leur biorhythme, on va dire, qu'ils aient une hygiène de vie, qu'ils respectent le sommeil, ça c'est vraiment fondamental. S'ils font des déplacements prolongés, qu'ils fassent attention au phénomène de jet lag, des choses comme Ouais. ça, qu'ils évitent autant que faire se peut les situations de stress, qu'ils maintiennent aussi une socialisation, une vie sociale, qu'ils aient un exercice physique régulier. En matière de régulation de la vie émotionnelle, je crois qu'on n'a pas inventé mieux que ça. Ouais, c'est vrai. Vraiment, oui, vraiment c'est pas nécessairement du sport de haut niveau très intense, mais une activité physique régulière, si vous voulez, qui de plus puisse faire plaisir, c'est vraiment tout à fait fondamental, quoi. Et puis aussi éviter, bien sûr, tout ce qui est toxique. C'est pas toujours possible. Bien sûr, la personne fera des dérapages, mais ça, on le sait, et elle le sait. Il faut qu'elle le sache. Et puis, bien évidemment, sur toutes les précautions concernant la vie sexuelle. Oui, bien sûr, oui, parce qu'il y a des risques de ce côté-là, pas seulement des risques de séparation et de divorce, c'est non exceptionnel, mais aussi d'abus, par exemple, ou bien encore d'infections sexuellement transmissibles. Oui, ouais. Un petit peu d'errance. Oui, absolument. Alors, bon, là, quand même, du côté psychothérapique, si vous voulez, moi j'inciderais surtout sur la psychoéducation, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique des patients, qui peut se faire aussi dans le cadre éventuellement d'associations de patients et d'usagers, où le but est vraiment de faire devenir le patient un expert de sa maladie. Et s'il devient un expert, il va se l'approprier, il va en faire ça sera plus quelque chose qui va subir, parce que ça, il subit les choses. Hein. Là, il va devenir acteur du soin, en quelque sorte, dans la relation et dans les traitements, etc. Et ça va lui permettre en s'appropriant la maladie et les traitements, d'en faire quelque chose qui soit plus complètement externe à lui, de mieux l'accepter aussi. C'est vraiment fondamental. Tout à fait, oui. Les thérapies cognitivo-comportementales ont aussi leur intérêt, hein, je veux dire aussi pour permettre d'identifier des situations à risque dans la séquence émotion, cognition et comportement. Et après, il y a la partie... Et puis tout ce qui est aussi accompagnement psychothérapique de base, enfin je veux dire que peut faire l'infirmier, que peut faire le psychologue, que peut faire le médecin généraliste aussi, du côté du soutien par rapport à une pathologie chronique, voilà, on va dire, et avec des traitements parfois un peu compliqués. Ouais. En plus, les dernières choses, c'est les mesures psychosociales, évidemment. Hein, oui, alors on peut être amené, bien sûr, à demander, ce serait une faute de ne pas le faire, hein, je veux dire, parce que parfois, des souhaits de justice, mesures de curatelle, ou moins souvent de tutelle, hein, c'est souvent des mesures un peu plus légères, de savoir gérer aussi des relations qui peuvent être difficiles avec la justice, hein, pour des délits, pour des conduites de fuite, pour des conduites, pour des excès de vitesse, pour des problèmes d'alcool au volant, pour des choses comme ça. Voilà. Et avec le temps, avec l'âge, est-ce que cette pathologie a plutôt tendance à s'aggraver, s'atténuer? Est-ce que ça commence tôt, mais ça se dure toute la vie? Donc, la personne qui arrive sur 75 ans, 70 ans... Ouais. Ce qu'on disait autrefois, je ne sais plus si on dit, c'est que ça avait tendance, effectivement, avec le temps, les intervalles intercritiques, disons, les temps à se raccourcir, qu'il y avait des phénomènes qui pouvaient se développer aussi de résistance au traitement. C'est vrai qu'on peut l'observer. Ce qui me paraît plus observable, en fait, à vrai dire, c'est plutôt malheureusement le développement concomitant de pathologies démentielles ou prédémentielles. Alors là, on ne sait pas. Certains disent oui, d'autres. Enfin bon, ça reste un sujet qui est controversé, mais ce que je peux vous dire, c'est que cliniquement c'est difficile quand vous avez un patient bipolaire connu qui est sous lithium et qui développe une maladie d'Alzheimer. Et là, il y a une double pathologie qui devient compliquée. Du côté de l'évolution, moi je dirais que l'évolutivité péjorative, elle est vraiment corrélée à la répétition des épisodes. Plus, encore une fois, vous avez des épisodes, et plus le risque de déstabilisation, d'instabilisation de l'humeur est grand, quoi. On arrive à la fin de notre conférence. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous nous diriez avec tout ça? J'ai peut-être dressé, je me rends compte, un tableau un peu noir, disons, de cette pathologie. C'est une pathologie qui, paradoxalement, peut aussi avoir des aspects positifs. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est démontré, qui est validé entre, d'une part, la bipolarité, le fait d'avoir ce type de fonctionnement-là, et de l'autre côté, la créativité,
à tous les plans, plan artistique, plan culturel. Et c'est pas un hasard, si vous voulez, si parmi les littérateurs, parmi les artistes et musiciens, vous en avez un grand nombre, en fait, qui ont présenté, oui, tout à fait, oui, que ce soit Virginia Woolf, par exemple, ou Robert Schumann, ou encore Hemingway, prenez la famille Hemingway, par exemple. Enfin bon, et il y a nombre, en tout cas, de grands créateurs. Balzac, par exemple, qui avait probablement un tempérament de ce type, une personnalité un peu hippomane comme ça en permanence, si vous voulez, et qui ont aussi été des grands créateurs. Mais ou encore, tenez, par exemple, il a écrit, oui, prenez, il y a deux textes que je vous recommanderais. Il y a William Styron, grand écrivain américain, immense l'équivalent d'un Faulkner qui a écrit un livre, qui était bipolaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Face aux ténèbres, qui est vraiment tout à fait remarquable. Et un autre petit texte aussi, qui raconte sa vie de bipolaire, d'un grand peintre contemporain qui a décoré l'Élysée, qui s'appelle Gérard Garouste, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'Intranquille. Effectivement, L'Intranquille, parce qu'il présentait beaucoup d'épisodes avec hospitalisation à la clé, sans consentement, etc. Enfin bon. Et il dit, à un moment donné, il dit ceci, vous savez, c'est compliqué pour moi et pour les bipolaires parce que être heureux peut être un signal d'alarme en quelque sorte. Être heureux peut être un état dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut être, et c'est très difficile de faire le départ, la distinction entre une émotion heureuse, normale, légitime, recevable, et en même temps le début de ce qui serait une émotion pathologique. Être heureux peut être un état dangereux. Donc, et puis un dernier, oui, j'avais mis une citation, oui, peut-être de, parce que il se vend beaucoup là en ce moment. Vous connaissez peut-être le texte d'Emmanuel Carrère sur. On n'a pas de intéressement au bénéfice de ce livre. Oui. Mais il dit qu'il y a une phrase qui est plutôt encourageante. Donc, il raconte aussi, il y a une petite partie dans son texte où il raconte ses hospitalisations à Sainte-Anne, il raconte ses électroconvulsivothérapies, sa mise au lithium. Enfin, c'est quand même assez intéressant, c'est un écrivain. Donc, cette vie, la mienne, pauvre vie misérable et quelquefois vivante et quelquefois aimante, n'a pas été qu'illusion et déroute et folie. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'épisodes comme ça, les patients, les familles se disent, mais c'est pas possible, enfin, c'est vraiment été nul de bout en bout. Et le souvenir est beaucoup plus prégnant d'épisodes malheureux, voire dramatiques ou de détresse que des épisodes heureux. En fait, et il dit que ma vie n'a pas été qu'illusion et déroute et folie, et le péché mortel, c'est de l'oublier. Le péché mortel, c'est vraiment d'oublier ça. Il est vital, donc, quand on est dans les ténèbres, de se rappeler qu'on a aussi vécu dans la lumière, et que la lumière n'est pas moins vraie que les ténèbres. C'est vrai que la lumière aussi a une réalité clinique, oui. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que pour ceux qui sont présents, ça a été un moment intéressant. On aura appris au moins plein de choses sur la bipolarité. Et puis, oui, non, si, moi j'ai aussi appris, parce que forcément dans ces conférences, on est obligé d'un petit peu creuser. Bon, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Bon, donc vous pouvez tout à fait le revoir en rediffusion d'ici très peu de temps. Vous allez recevoir un email pour vous y inciter. Parlez-en autour de vous, parce qu'on pourra aussi le regarder en différé. Il sera sur le site de la prévention médicale d'ici quelques jours. Et donc, d'autres personnes pourront le voir ou le revoir. Et on vous invite à la prochaine conférence qui sera un sujet complètement différent, mais super intéressant aussi, qui est tout ce qui concerne les pharmaciens d'officine, leur nouvelle mission et les risques qu'il y a aussi à travailler en officine. C'est un autre sujet, mais ce sera aussi, je pense, très intéressant. Merci à vous tous. Merci à vous tous. À vous, Monsieur Garé. Merci de votre présence et de votre attention. Merci.